Comme il est 12h30 et que nous avons coutume de commencer à l'heure radiophonique annoncée, chers amis des coups de midi de la bibliothèque des Riches-Clairs, pour reprendre la formule qu'utilisa Jacques de Decker pendant 20 ans, je vous remercie d'être venu pour assister à cette rencontre avec un écrivain qui est un de mes écrivains favoris à différents titres. D'une part parce que c'est un écrivain espiègle, plein d'humour, plein de simplicité dans la manière de parler de l'acte d'écrire et de la littérature, tout en produisant, tout en écrivant des livres qui sont extrêmement attachants et en ayant fait ce qui est très difficile, en ayant inventé un personnage dont on n'a pas fini d'entendre parler, même après 3 romans. Mais avant d'entrer dans les romans, j'aimerais poser une première question à Francis Groff, que je n'ai pas présenté, donc qui est notre invité, mais vous le saviez. Première question, c'est d'évoquer un peu ce qui a précédé l'écriture et la parution de ces 3 romans, qui, me semble-t-il, a peut-être nourri le travail de l'écrivain et qui mériterait peut-être d'être évoqué. Je pense au travail de journaliste, je pense au travail de journaliste d'investigation et de créateur de documentaires, notamment. Je pense à un documentaire pour la télévision, en particulier sur le bois du casier. Et une 3e activité que j'ai découverte dans la biographie de Francis Groff, qui est celle d'avoir été ombudsman de la ville de Charleroi pendant 6 ans, si je ne m'abuse. Et il me semble que dans ces 3 sources professionnelles-là, il y a peut-être une des clés à trouver sur la manière de construire des romans. Mais dites-nous un peu ce que vous avez fait en tant que journaliste, en tant qu'ombudsman, avant de passer à l'étape écrivain. Ok, c'est une très vaste question. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier d'abord pour votre visite, parce que il fallait quand même traverser le rideau de pluie. Merci en tout cas d'avoir fait le nécessaire. Eh bien écoutez, oui, Jean, vous avez tout à fait raison, puisque j'ai derrière moi une carrière d'une grosse quarantaine d'années en qualité de journaliste. Vous savez quel est ce métier. J'ai eu la chance dans ma carrière, dans cette longue carrière, j'ai eu la chance de pouvoir saisir quelques opportunités et de travailler, pour ne pas trop m'étendre, à la fois en presse écrite, quotidienne et hebdomadaire, en presse parlée à la radio et en presse télévisée à la télévision, bien sûr. Plus effectivement, j'ai fait quelques documentaires, ce qu'on appelle des 52 minutes, que Jean connaît bien, sur différents sujets. Ça, c'est pour la première partie, je dirais. Et c'est vrai que, on y reviendra peut-être, c'est vrai que cette expérience journalistique nourrit effectivement cette modeste écriture que je propose à mes lecteurs. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment, et je le partage, comme dirait l'autre, qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui est un peu une éponge. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au cours de sa carrière, va rencontrer des milliers de personnes dont la plupart ne laissent pas indifférents. C'est-à-dire que, en rencontrant ces gens, d'une manière ou d'une autre, vous en sortez toujours enrichi par une expérience qui peut être positive, qui peut être négative. Pour prendre 2 exemples, vous pouvez rencontrer un kidam, quelqu'un d'extrêmement simple, mais qui a des anecdotes fabuleuses à vous raconter, quelqu'un qui a un vécu extraordinaire ou qui a une manière d'aborder la vie tout à fait étonnante. Vous avez ça. À l'inverse, vous avez de franches crapules ou des criminels. J'ai eu la chance ou la malchance de rencontrer les deux dans ma carrière. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal d'investigations. Et c'est vrai qu'au milieu de tout cela, il y a une sorte d'humanité avec 1000 facettes. Et vous en sortez toujours quelque chose. Donc, pour en terminer avec cette question, j'ai dans la tête des milliers de personnes, des petits bouts de personnages. J'ai dans la... Pardonnez-moi, je suis vraiment impardonnable. J'aurais dû couper ce téléphone, toutes mes excuses. C'est l'occasion de demander à chacun de couper son téléphone, ce que je vais faire. Je suis vraiment désolé. Si je sais comment... Voilà, c'est fait. Donc,
Donc ça, c'est pour la partie... Ça, c'est pour la partie journaliste. Journaliste, hein. Je disais, le journaliste est quelqu'un qui est une véritable éponge et donc il accumule en lui un tas de choses. Et voilà, ça lui donne envie toujours d'aller à d'autres découvertes. La deuxième partie, Jean, vous parliez de mon métier d'ombudsman, c'est une parenthèse, mais qui n'est pas si éloignée que cela, on pourrait le croire, du journalisme, puisqu'un ombudsman, maintenant on dit un médiateur, c'est quelqu'un qui se situe entre une institution et les usagers, les gens qui portent plainte. Et en ce qui me concerne, j'ai été médiateur de la ville, ombudsman de la ville de Charleroi. J'étais le premier en partie francophone du pays. Le premier est né à Anvers et c'était aussi un journaliste qui tenait la barre. Donc ça, c'est une expérience humaine assez proche de celle du journalisme. Pourquoi? Parce que lorsque vous recevez une plainte, vous instruisez le dossier à charge ou à décharge. Donc si un citoyen se plaint d'un service communal, de la police, parce que j'avais vraiment un très grand éventail de compétences. Je travaillais avec les services communaux, la police, les services de secours, Brut Télé, les transports en commun, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, le CPS, etc. Et donc là, vous instruisez à charge et à décharge, et donc vous apprenez effectivement à essayer de faire la part des choses, et donc ça demande que vous enquêtiez à la fois du côté du plaignant et à la fois du côté des services incriminés. Donc ça a été une parenthèse intéressante, mais j'avais envie de revenir à mes premiers amours, et donc après 6 ans, un petit peu épuisé, je dois dire, parce qu'on travaille toujours dans le négatif, après 6 ans, donc j'ai repris mon manteau de journaliste, mais cette fois-ci comme journaliste indépendant. Et donc pendant 20 ans, j'ai continué à faire ça. Est arrivé alors en 2019 la première expérience livresque, si on peut dire ça comme ça. J'ai publié un premier roman dans une maison d'édition à compte d'éditeur, Jean connaît bien ça, qui s'appelle Tricot à Liège. Ça a été une catastrophe suite à un problème. Donc, compte d'auteur. Non, c'était un compte d'éditeur. C'était un compte d'éditeur, mais tout ça est toujours un peu déguisé. Et il se fait qu'à ce moment-là, il y a eu un problème énorme au niveau de la distribution, de la diffusion, et ce livre ne s'est jamais retrouvé dans une librairie. Donc c'était vraiment malencontreux. Suite à cela, les éditions Weyrich... Là, je fais une petite pause. Juste encore pour dire qu'à l'époque où j'étais journaliste, j'ai commis 16 ou 17 livres, mais qui étaient des ouvrages très sérieux, soit historiques, soit économiques. Ah, oui, c'est vrai. Voilà, ça, voilà. Ici, par exemple, voilà, dans une bouquinerie, j'ai trouvé, je me suis empressé de l'acheter, un des ouvrages documentaires de Francis Groff, mais documentaire grand public, Ici Flagey, à vous, Reyers, qui était aussi une manière de travailler, à moins que je ne devais peut-être pas... Non, du tout, non, absolument pas. C'était une manière de rendre hommage au service public et à la RTBF. C'était à l'occasion des 50 ans. Il se fait que je suis né quasiment le même jour que la RTBF, enfin l'Institut. Oui. La RTBF qui a succédé à l'INR. Alors l'INR, on y reviendra parce que dans un des romans, le personnage de Théo Fleischmann apparaît. Alors, ceci dit, une petite parenthèse quand même sur ce que vous venez de dire, sur le fait d'avoir publié un premier livre chez un éditeur, et livre dont on n'a trouvé trace dans aucune librairie à la sortie. Là, il y aurait peut-être un jour un vrai débat, une véritable ronde à faire sur la distribution et la mise à disposition du public des livres qui sont édités par des éditeurs belges, notamment dont on sait que le savoir-faire est très grand. La preuve en est avec Weyrich, mais on va revenir à Weyrich, mais aussi avec d'autres éditeurs belges qui publient à compte d'éditeurs des livres dont il est très difficile d'assurer l'exploitation, la distribution en Belgique francophone, mais également à l'extérieur. Mais là, on fera un jour une rencontre à ce sujet-là. Alors, j'aimerais qu'on entre maintenant dans l'histoire éditoriale liée à Weyrich et aussi à cette collection Noir Corbeau, dont le titre déjà fait envie à tous ceux qui n'ont pas pensé à l'utiliser avant, parce que Noir Corbeau, c'est en même temps une évocation de tout ce qui est série noire, de tout ce qui... le masque et la plume. Et le masque et la plume, absolument, non, tout à fait. Et alors j'aimerais que vous nous évoquiez, Francis, la manière dont la collection a été créée, et en particulier, comme il s'agit d'une
édition policière, le rôle de Christian Liebens et le rôle d'un conseiller qui est un ancien commissaire de police entourant Olivier Weyrich pour les premiers exemples, enfin les premiers titres. J'ai 3 minutes. Oui, non, mais de temps en temps je pose une question, mais je sais que je peux vous laisser parler. Donc je vous ai parlé là, d'un bouquin qui s'intitulait L'homme qui écrivait au crayon, qui était un livre d'espionnage. À l'époque où je l'ai proposé à différents éditeurs, je l'avais notamment proposé aux éditions Weyrich à Neuchâteau, et je n'ai pas reçu de réponse, ce qui avait eu le don de m'agacer très fortement. Et donc il se fait que 13 ou 14 mois après avoir envoyé mon manuscrit, le livre allait paraître dans les jours qui suivaient à Liège, et je reçois un coup de fil de M. Liebens, Christian Liebens, dont parlait Jean. Christian Liebens est entre autres un auteur, c'est un littéraire distingué, on peut le dire. Un spécialiste de Simenon aussi. Voilà, une immense culture, et c'est aussi un directeur littéraire chez Weyrich, que je ne connais pas, très sincèrement, je ne connais pas son nom. Et donc ce matin-là, c'est l'occasion d'une petite anecdote qu'on ne lui répétera pas. Je reçois un coup de fil d'un monsieur qui me dit « Bonjour, je m'appelle Christian Liebens et je travaille pour les éditions Weyrich ». J'étais un peu énervé ce matin-là et je lui ai dit « Eh bien monsieur, je suis ravi d'avoir enfin un accusé de réception, une réaction après 14 mois et je vous le dis tout de suite, je n'ai plus besoin de vous, au revoir monsieur ». Il a eu le temps. Il dit attendez. Donc là, je suis quand même retombé dans les secondes qui ont suivi. J'étais vraiment énervé, j'ai eu un problème. Et il me dit ah mais vous savez, me dit-il, de toute manière, votre manuscrit ne nous intéresse absolument pas. J'étais un peu, c'est moi qui me suis retrouvé dans la position de l'arroseur. 15A au tennis. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, je me suis retrouvé et je me suis dit mais en fait, tu as quand même été trop loin. Que s'est-il passé ? En fait, le comité de lecture de chez Weyrich avait reçu effectivement ce manuscrit 14 mois plus tôt. Ils avaient laissé tomber et, selon la bonne habitude de beaucoup d'éditeurs belges, ils n'estiment pas utile d'accuser réception en disant on a bien reçu. Les Français le font, les Belges ne le font pas. Et donc il me dit voilà, ce que vous avez écrit nous a beaucoup plu. Il y a du rythme, c'est dense, mais voilà, ça ne nous intéresse pas dans la mesure où ça se passe entre Miami peu importe, entre les États-Unis et la Suisse, et nous allons créer, une collection de polaires qui va s'adresser uniquement à des lecteurs belges pour leur raconter des choses et des énigmes qui se passent dans des villes belges. Tout de suite conquis, évidemment, et il me dit, voilà, est-ce que vous seriez d'accord, on va créer la collection Noir Corbeau dans quelques mois. Nous voulons lancer 3 auteurs, nous avons déjà 2 auteurs maison, et on en cherche un 3e, on a été séduit, est-ce que vous accepteriez de travailler pour nous? J'ai dit oui tout de suite, et puis la deuxième question était, est-ce que vous avez une idée de personnage à nous proposer? Et là j'étais un peu ennuyé, parce que ce personnage, très honnêtement, je l'avais en tête depuis déjà de très très nombreuses années, et donc j'ai dit ok, mais vous risquez d'être surpris, si je vous propose un personnage, ce ne sera pas un flic. Donc on parle bien d'une collection de polars, par définition on y trouve des personnages principaux qui sont des policiers ou à tout le moins des détectives privés. Et là je lui dis écoutez, moi pas. Moi ce sera un bouquiniste, un type qui est né à Charleroi, qui a fait ses études à Liège et qui est parti ensuite à Paris où après quelques anecdotes il est devenu bouquiniste. Et là, c'est là où notre ami Christian Liebens m'a dit mais je suis tout à fait séduit. Entre nous, je ne suis pas certain que l'éditeur lui-même, Olivier Weyrich, a été tout aussi séduit quand il a appris ça. Et toujours est-il que ça a été une sorte de mariage qui s'est vraiment... Et je n'ai pas de la... Je ne pas du tout... vraiment, c'est un mariage qui s'est bien passé, qui continue à bien se dérouler maintenant. J'en suis maintenant, je viens de publier, celui-ci est le quatrième épisode des aventures de Stanislas. Ça se passe très bien, le lectorat est là. Je suis le premier ravi et un peu étonné. Et donc voilà, c'est une collection qui marche bien. Les 2 auteurs du début étaient Christian Liebens, qui pour l'instant s'occupe d'autre chose, et Ziska Larouche, qui a aussi écrit un livre. Et puis on a maintenant d'autres personnes qui viennent, d'autres auteurs, dont Christian Josten,
et un couple de néolovanistes liégeois ou l'inverse, Dumont et Dupuy. Oui, Dumont Voilà, et Dupuy, c'est ça, oui. Dupuy, qui vient de sortir également un deuxième tome. Donc c'est une collection qui marche bien, c'est une collection qui est particulièrement vivante et qui reçoit un bel accueil de la part du public. Alors, on va revenir à la jeunesse quand même, parce qu'avec une question, j'ignorais l'épisode de l'homme qui écrivait au crayon, et j'ignorais qu'il avait été envoyé à Weyrich et que Weyrich n'avait pas accusé une réception. Ceci dit, pour défendre quand même Weyrich aussi, quand vous dites que les éditeurs belges n'envoient pas d'accusé de réception, les Français oui. Il y a peut-être aussi une autre différence, c'est que les éditeurs belges lisent les manuscrits et les Français non. Mais bon, ça c'est possible. Voilà, c'est juste pour quand même... On ne va pas avoir un débat là-dessus, mais lorsque vous avez non. envoyé votre enfant, Sûr, vous voudriez oui, savoir si sûr. la poste l'a livré. Mais bien sûr. C'est ça le problème. Donc on aime savoir, oui, ok, je dois le renvoyer ou pas. Mais tout ça est un détail. On s'en est souvent expliqué avec Olivier Weyrich. J'aimerais revenir quand même sur un point. Au moment où Weyrich lance cette collection, vous venez de nous dire qu'il avait déjà 2 auteurs, dont Christian Liebens en plus, qui est l'animateur de la collection. Je fais une petite parenthèse promotionnelle. Christian Liebens sera un des 4 invités d'une table ronde qui aura lieu dimanche à 16h à la bibliothèque d'Erich Clair, une table ronde consacrée au centenaire de la loi d'Estrée, la loi qui oblige à la création de bibliothèques publiques. Et Christian Liebens, je l'ai invité pour participer à cette table ronde pour une autre collection des éditions Weyrich, qui est la collection La Traversée. Mais ce sera pour dimanche. J'aimerais qu'on revienne au premier contact entre Christian Liebens et vous. Je comprends donc bien que Christian Liebens ne vous connaissait pas comme... Enfin, vous ne connaissiez pas, et lui ne vous connaissait pas comme écrivain, hormis à partir de ce manuscrit qu'ils n'ont pas retenu, et forcément, puisque ça ne rentrait pas dans leur collection. Un petit mot peut-être pour rappeler, donc je n'ai peut-être pas été clair, que ceci, c'est un peu le cahier des charges et l'originalité de cette collection. Olivier Weyrich nous donne toute l'attitude, mais il nous dit, voilà, racontez des histoires qui se passent en Belgique, que le lecteur s'y sente bien. Voilà, là on va venir aux différentes caractéristiques de l'ensemble des romans de cette collection, mais en partant d'un exemple qui pourrait être, par exemple, Waterloo Mortel Plaine ou un autre des livres parmi les 4 que vous avez publiés. Alors d'abord, création du personnage. Là, je vous l'ai déjà dit dans des interviews qu'on a déjà eues, je trouve que la création de ce personnage-là est une création de génie, est une idée de génie à différents titres. D'une part, parce que c'est un bouquiniste, donc c'est un homme qui est dans le monde du livre, mais qui est dans le monde du livre ancien, et donc dans le monde de l'investigation, ce qui lui donne des qualités pour participer aux enquêtes policières auxquelles il se mêle de façon parfois non désirée par les enquêteurs. Par ailleurs, un deuxième personnage qui permet de faire un couple, ce qui est toujours très riche, qui est Martine, qui est, elle, ancienne bibliothécaire de la ville de Bruxelles, ce qui touche énormément plusieurs personnes dans cet établissement qui nous accueille. Alors, et qui possède une bouquinerie près du Sablon. Et qui possède une bouquinerie près du Sablon, exactement. Alors, première question, comment, parce que vous avez dit que dès que Christian Liebens vous a demandé quel personnage vous alliez imaginer, vous aviez déjà ce personnage-là en tête. Comment est-ce que vous l'avez construit? Première question. Et deuxième question, comment a-t-il évolué au fil des romans? Parce que l'intérêt d'avoir une série de romans, c'est que les personnages récurrents s'enrichissent, s'épaississent, me semble-t-il. Alors très franchement, le personnage qui n'avait pas de nom, enfin si, il ne s'appelait pas comme ça, il s'appelait Léomoto. Il s'appelle Stanislas Barberian. Oui, il s'appelle Stanislas Barberian. Ce personnage est né en mars 1977. Je venais de me marier, je m'étais installé dans une petite maison dans laquelle il y avait beaucoup de travaux à faire dans la campagne de Charleroi. Et je me suis mis à l'écriture d'un roman. Et ce roman, je ne l'ai jamais terminé. Il est toujours là. Mais le personnage a évolué dans mon esprit. Vous vous rendez compte, depuis 1977, ça fait quoi, 44 ans maintenant. Et ce personnage a un peu mûri. J'ai repris 10 fois, 12 fois, 15 fois ce roman. Et je ne suis pas arrivé à le poursuivre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi. Mais le personnage, lui, était un peu présent. Il était déjà bouquiniste. Donc voilà, les choses étaient plantées parce que j'adore. C'est pas à vous que
je dois le dire, j'adore l'univers des livres. J'ai possédé des dizaines de milliers de livres dont j'ai dû d'ailleurs à un moment me séparer en les donnant. Et voilà, donc c'est un univers que j'aime bien. Stanislas Barberian est effectivement, donc c'est un type qui a fait des études de lettres à Liège, qui a poursuivi une petite spécialisation en littérature du Moyen-Âge, et puis qui est allé s'installer à Paris. Et donc, si vous voulez, le moteur de tout ceci, c'est que Stanislas, qui a sa bouquinerie, va à la rencontre de collectionneurs qui lui demandent des choses ou qui lui proposent des choses. Des vieux documents, des éditions originales, des choses pareilles. Donc c'est un homme extrêmement pointu, c'est un érudit dans le premier sens du terme, et il est toujours en recherche. Ce qui fait que Stanislas, plusieurs fois par mois, quitte sa bouquinerie de Paris, où il a une assistante qui se charge de tenir le commerce, et lui vient dans le nord de la France et en Belgique. Il circule sans arrêt, il va à la rencontre de collectionneurs, et c'est à l'occasion de ces rencontres eh bien, qu'il se retrouve mêlé directement ou indirectement à des crimes. Martine n'existait pas dans mon esprit, et elle est venue tout naturellement à partir du premier chapitre du premier bouquin. Parce que Martine est un peu le contrepoids, c'est une fille qui aime bien la littérature aussi, qui est aussi très calée. Elle a choisi un domaine qui est fort différent, elle a une bouquinerie ici près du Sablon. Elle s'intéresse surtout à tout ce qui touche à la Belle Époque, au tourisme de la Belle Époque, aux affiches fabuleuses que l'on faisait à l'époque, aux catalogues, etc. Donc ce sont deux points de vue un peu différents, mais c'est pas un faire-valoir, c'est une femme qui est toujours aux côtés de son compagnon, disons-le comme ça. Ils vivent en moyenne 2 ou 3 week-ends par mois ensemble, puisque lui revient ici. Et donc je pense que ça a bien fusionné, ça s'est bien passé, même si certaines lectrices ont tendance à considérer que je lui donne un rôle de potiche, ce qui est tout à fait faux, puisque dans le dernier ici, Martine va résoudre à elle seule une grande partie de l'énigme. Alors le problème quand on évoque des séries policières ou des romans policiers individuels, c'est qu'on ne doit pas trop en dire pour ne pas dévoiler les résolutions des énigmes, puisqu'il y a des crimes et il faut résoudre, trouver les coupables. Dans un des livres, un des romans, enfin des rétros Félicien, là c'est un exemple typique où Stanislas Barberian est sollicité par un collectionneur qui lui dit « J'ai un inédit de Félicien Rops », qui est le personnage, qui est le fameux Félicien du titre. Et donc là, ça fait des éléments de déclencheurs qui permettent de donner à Stanislas Barberian la possibilité d'entrer dans un univers, d'entrer dans une ville aussi, dans une région, puisque chaque fois, la région est différente. Pour le premier, c'était Charleroi et la Sambre, le deuxième Namur, Félicien Rops, le troisième Binche, et le quatrième Waterloo et le Brabant wallon. Alors, question maintenant, en quoi est-ce que ces contraintes données par Olivier Weyrich, qui sont de situer une partie de l'action dans un lieu donné, sont stimulantes ou au contraire sont plutôt contraignantes? Elles sont tout à fait stimulantes, là, il n'y a absolument aucun doute, parce qu'elles permettent d'aller à la rencontre de ces villes, de personnages, de gens, de faits historiques, de décors, d'endroits qu'on ne connaît pas nécessairement, et c'est un pur bonheur. Alors comment procédez-vous? Alors je procède comme journaliste, voilà. C'est-à-dire que je vais d'abord... comment dire? J'essaye toujours d'investir un nouveau milieu. Le milieu que j'ai essayé d'investir ici, c'est le milieu des reconstituteurs napoléoniens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, X fois par an, organisent des bivouacs et vivent pendant 2, 3 ou 4 jours à la manière des soldats de la Grande Armée. C'est assez passionnant, c'est très spécial aussi, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle les marcheurs des marches folkloriques de l'Entre-Sambre et Meuse. Donc voilà, c'est un monde que j'ai essayé d'investir. Celui d'avant, c'était le monde du folklore Binche, puisque là, on assassine un Gilles et ce qu'on appelle son tamboureur, donc on touche au patrimoine de l'humanité. Avant cela, c'était Félicien Rops à Namur. Là, j'ai investi plutôt le monde de la franc-maçonnerie et de l'extrême droite. Et avant cela, le premier, ça se passait à Charleroi. Et là, c'est le banditisme et le monde des juges d'instruction et du parquet de Charleroi. Donc, il y a toujours une énigme. L'énigme, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je dis, c'est une pure fiction. Tout le reste est basé sur la réalité.
C'est-à-dire que vous aurez toujours, donc je mets plusieurs jours à aller à la rencontre de ces différents milieux. Je vous dis, l'avant-dernier, je suis allé passer 6 ou 7 journées à Binge, rien que pour rencontrer des Gilles, des historiens locaux, un journaliste, un professeur, enfin, toutes les personnes, des artisans, des fabricants de masques, des choses comme ça, visiter des endroits, on m'a ouvert des endroits magnifiques. C'est un peu la force du romancier, c'est on m'ouvre des portes. Lorsque j'étais journaliste, on ne les aurait pas présentées. Voilà, et en tant que romancier, on me dit, voilà, allez-y, on m'ouvre tout, c'est un véritable plaisir. Vous vous présentez donc comme romancier. Comme romancier. Les gens savent que je suis journaliste. Les gens vous connaissent comme journaliste. Et donc, il y a ce travail de préparation qui est long, qui est un travail qui est fait en amont. Et puis, lorsque j'ai en fait tous ces éléments historiques, économiques, locaux, tout ce que vous pouvez imaginer, lorsque j'ai tout ça, alors je trace un squelette. Et puis, progressivement, au niveau des mois qui suivent, j'essaye de mettre un peu de chair autour de ce squelette. Je fais énormément de photos aussi, donc je peux reconstituer des choses. Et le cas échéant, je reprends contact avec des gens qui sont des informateurs, disons-le comme ça, dans le bon sens du terme. C'est passionnant à faire. Ah oui, non, mais ça, c'est vraiment passionnant. Mais est-ce que lorsque vous rencontrez ces personnes, auxquelles vous vous présentez comme romancier, dans votre tête d'ancien journaliste, quels sont les réflexes qui se sont modifiés et qui sont devenus des réflexes de romancier dans les investigations que vous faites? Je ne suis pas certain qu'il y ait, en ce qui me concerne, qu'il y ait des changements. Je pense qu'il n'y en a pas, très sincèrement. Je ne pense pas. Non, la recette marche bien comme ça. Il y a vraiment de l'investigation, tout est hyper vérifié, tout ça est relu. On en vient au rôle d'un commissaire dont vous parliez tout à l'heure. Tout ça est relu. Et voilà, je dis, il faut... En fait, ma hantise, c'est comme lorsque vous écrivez un papier ou vous faites un documentaire, ma hantise est de commettre une erreur qui permettrait à quelqu'un de dire « c'est pas crédible, je laisse tomber le bouquin ». Ça, c'est ma hantise. Je vais vous prendre un cas. La semaine dernière, j'ai passé une journée dans un département spécial de l'Université de Liège où j'ai été reçu par une pointure. C'était dans le département d'anatomie humaine. Pour la petite histoire, j'ai eu droit à un entretien avec un éminent professeur au milieu de 20 cadavres qu'on était en train de préparer pour une séance de dissection. Vous imaginez un petit peu. Je rencontre, avant ça, la semaine d'avant, j'étais dans un hôpital psychiatrique où on m'a expliqué, parce que j'ai créé un personnage pour mon prochain bouquin qui est atteint d'une pathologie assez spéciale en psychiatrie, et donc je voulais absolument être certain que ce que j'écrivais tenait la route. Il n'y a pas 50 psychiatres qui vont me relire, mais s'il y en a un qui dit « ce type a écrit n'importe quoi », ça me décrédibilise totalement, et donc c'est toujours ce réflexe de journaliste. Eh bien, vous ne me croirez pas, j'ai été reçu par un éminent psychiatre, il m'a reçu, il devait m'accorder, je pense, un quart d'heure, je pense être resté une bonne heure, donc ça s'est très bien passé. À la fin, début de l'entretien, je ne sais pas s'il y a des psychiatres parmi vous, début de l'entretien était un peu coincé parce que bon, on n'a pas la même manière de s'exprimer, c'est comme avec un informaticien ou que sais-je, voilà. À la fin de l'entretien, ce monsieur me donnait des conseils en me disant « mais vous avez raison, mais... » si vous voulez, il me donnait de la chair à mettre autour de ce personnage. Donc il était tout à fait d'accord avec la pathologie, il l'a développée, et en plus, à la fin de l'entretien, il me donnait des conseils. Vous devriez peut-être imaginer que ceci et que cela. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout en tant que journaliste. Ici, c'était un bonheur, parce que je suis sorti de là, j'étais heureux comme pas deux. Donc ce sont vos interlocuteurs qui sont différents lorsque vous leur dites que vous êtes romancier. Voilà, ils savent. Oui, ça. Et ça, c'est très plaisant. Vous avez déjà un peu levé le voile sur la dernière question que j'allais vous poser sur le prochain roman. Oui, ça, je n'aurais pas dû dire. On y reviendra après, mais si vous le dites spontanément, oui, sans que je pose la question. Mais revenons, si vous voulez bien, encore à la fabrication du livre. Effectivement, dans ma première question, j'évoquais ce commissaire à la retraite, François Périlleux, qui a été recruté en quelque sorte par Olivier Weyrich pour conseiller, pour encadrer un peu la plausibilité policière des livres. Alors comment vous avez travaillé avec lui entre le premier livre et celui-ci? Ça a évolué, c'est devenu... Alors là, pour utiliser un mauvais mot, ça a matché tout de suite.
Et ça, c'est le journaliste qui revient. Donc ce monsieur est un expert, on va dire, qui est donc voilà, qui travaille pour les éditions Weyrich et qui a charge de relire nos bouquins, nos romans, en évitant les pièges, en disant attention, ça ne correspond pas, ça ne marche pas. Je dois vous dire qu'en ce qui me concerne, sur 4 romans, il n'y a pas eu de remarques. Une seule, toutefois, mon personnage, Stanislas Barberian, comme il met son nez dans les différentes enquêtes, il n'est pas toujours très apprécié par les flics officiels, en l'occurrence la police judiciaire fédérale. Et donc ça a tendance à énerver un peu mon ami relecteur, François Périeux, qui est un type vraiment très très chouette. Et donc voilà. Donc, est-ce que dans la réalité, ça lui est déjà arrivé d'avoir un civil, en quelque sorte, qui intervienne dans une enquête policière? À ma connaissance, non. Non, c'est quelque chose qui tolérerait difficilement. Mais donc les échanges sont francs, très conviviaux. Ça se passe toujours devant un boulet liégeois parce qu'il est liégeois, une petite préparation comme ça. Donc c'est extrêmement gratifiant. En plus, on s'entend bien, je dis, il n'a pas de remarques fondamentales, donc c'est très chouette. Et à la limite, il me donne même un coup de main. Ici, j'ai dû aller me renseigner, donc c'est toujours une immersion. Je suis allé passer quelques heures à la police judiciaire fédérale de Nivelles pour me rendre un peu compte du décor, savoir comment ces policiers travaillent, etc. Là encore, j'ai été accueilli à bras ouverts, on m'a expliqué des choses, on m'a fait visiter des endroits, on m'a raconté des petites anecdotes, certaines que j'ai pu reprendre, d'autres pas. Donc ça se passe vraiment bien, et ça c'est le travail notamment de ce monsieur qui est ancien commissaire de la police judiciaire fédérale de Liège et qui était le patron de la crime. Et la semaine dernière, j'ai d'ailleurs visité les locaux de la crime, qui sont dans les bâtiments somptueux du palais des Princes-Évêques, c'est un endroit magnifique, et nous avons longuement parlé de François Périeux. Cela dit, tous mes livres, en tout cas les paragraphes, imaginons, je ne sais pas, je vois monsieur, imaginons que monsieur soit, je sais pas moi, publicitaire. Si j'investis le monde de la publicité pour une demi-page ou une page, je rencontre monsieur, il me donne des conseils, il m'explique comment tout ça fonctionne, et systématiquement, ce qui concerne le job lui-même, je le remets à monsieur en disant « Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai écrit ?» Donc vous ne connaissez pas le contexte, mais vous validez les 15 ou 20 lignes que j'ai écrites, tout simplement dans ce désir toujours de ne pas commettre d'erreur. En tout cas, j'ai aussi avec moi un avocat, un magistrat qui se charge de relier aussi, et ça se passe magnifique, vraiment très très bien. C'est le cas pour les autres auteurs, dans le fond aussi? Ah, ça, je ne sais pas. Vous n'avez pas une équipe éditoriale? Non, du tout. Mais donc, par contre, le policier liégeois qui sert au travail absolument. Ça, c'est très. Parce que les autres auteurs, à ma connaissance, ne sont pas journalistes d'expérience, n'ont pas une expérience de journaliste, et donc ce serait intéressant de voir aussi un peu comment... C'est vrai. Alors j'aimerais, donc là on a les 2 personnages centraux, on reviendra sur Waterloo pour parler des personnages accessoires, pour évoquer un peu cette énigme-là, mais j'aimerais qu'on revienne sur les obligations géographiques, je dirais. Olivier Weyrich, donc, est un éditeur dont le siège est à Neufchâteau, en Ardennes, est très impliqué dans une forme de littérature dont les auteurs proviennent de la région, communauté française de Belgique de manière plus générale, et ici il a donné comme consigne que les protagonistes des romans vivent leurs aventures ou vivent les histoires qui sont racontées dans ces régions-là. Alors vous avez choisi, on l'a vu, les différentes villes. Je sais maintenant que le prochain ce sera Liège, et donc comment se font les choix? Qu'est-ce qui a inspiré les choix? Et est-ce qu'il y a eu une évolution dans la manière d'aborder certaines régions entre le premier et le dernier? Alors soyons clairs. Moi j'ai choisi en quelque sorte la facilité. Si vous choisissez d'avoir un personnage principal qui est policier ou policière, commissaire ou que sais-je, il est forcément basé dans une ville. Et s'il est tenu, il est un peu tenu au pas, je vais dire, parce que s'il est commissaire à Bruxelles, il sera commissaire à Bruxelles durant toute l'histoire, toutes les histoires, et donc je trouve qu'on se menotte, sans jeu de mots, un petit peu. Ça, vous l'aviez pensé avant. Ça c'était déjà élaboré avant. Et Christian Liebens a tout de suite marché dans l'affaire, il a tout de suite pigé, je pense, voilà. Donc, je suis le seul, je pense, à avoir cette démarche-là, puisqu'un autre, ça se passe à Bruxelles, à Bruxelles, à Liège, et du côté de la Saône.
Alors, est-ce que ça a évolué en ce qui me concerne? Non. Donc, comprenons-nous bien, Olivier Weyrich n'a pas dit il faut ça et rien d'autre. Non, simplement, il veut que les actions se passent en Belgique. Et il a raison, parce que le terrain est foisonnant et très intéressant. Alors, il y a une toute petite évolution, pas chez moi, chez un bouquin qui est paru la semaine dernière, qui s'intitule Le Jugement de Dieu, et qui est le deuxième livre de Christian Josten, qui est un ami. Louis se permet, j'ai pas encore lu le livre, il se permet un petit saut dans le temps à Sarajevo, en 1994 ou 1995, dans des événements. Donc voilà, donc c'est une audace qui a été approuvée totalement par Olivier Weyrich, qui est tout à fait d'accord, qui a approuvé la chose. Donc voilà, mais l'histoire principale se passe toujours en Belgique. Et comment fonctionne Olivier Weyrich en tant qu'éditeur par rapport à ceci? C'est Christian Liebens qui est l'éditeur principal, je dirais, au niveau de la lecture des manuscrits, ou est-ce que lui aime à lire les manuscrits Alors, je vais vous faire une confidence. Il faut savoir qu'Olivier Weyrich, c'est une maison d'édition qui est en plein développement pour l'instant. Ça fait vraiment, c'est vraiment foisonnant. Et donc, je pense qu'Olivier ne peut pas tout lire. J'ai eu le sentiment, au début de la collection, il a fait totalement confiance à Christian Liebens, ça c'était le but, bien sûr. Et je crois qu'il s'est un petit peu piqué au jeu. Et je sais qu'en tout cas, je ne vais pas citer de nom, mais les miens, il les a lus, c'est sûr, et je connais au moins un autre auteur qui a lu. Donc on dirait qu'il se pique au jeu, et ça a l'air de lui plaire beaucoup. Mais je ne pense pas qu'il puisse tout lire. Il sort des ouvrages dans des domaines extrêmement différents. Et c'est très séduisant. Je dis, Christian Liebens, c'est le directeur de la collection. Il est évidemment le premier lecteur. Et lui, c'est un expert en roman policier. C'est un expert, donc c'est un expert. Nous n'avons pas toujours été d'accord, lui et moi, disons les choses telles quelles. Il m'est arrivé de me battre pied à pied, même si le volume des suggestions est vraiment minime. Chaque fois, il me dit, mais enfin, écoute, je te propose 6 choses ou 7 choses sur un roman de 250 pages. Zut, quoi. Bon. Et je dis, non, simplement, il y a des petites choses auxquelles on tient. Ça peut aller très loin. Un prénom de personnage. Il m'a déjà, par exemple, reproché d'utiliser tel prénom en disant, mais non, ça va pas. Voilà. Mais à côté de ça, c'est un homme qui a une telle connaissance. C'est pas de la flagornerie. C'est un monsieur qui a une telle connaissance du milieu que, très sincèrement, il m'a permis, je pense, c'est très immodeste, je pense qu'il m'a permis d'évoluer dans l'écriture. C'est quelqu'un qui, à un moment, m'a dit, très vite, là, il y a une longueur. Là, tu fais un truc, tu parles pendant 8 pages, 9 pages de telle chose. Fais ce que tu veux, mais moi, je pense que c'est trop. Voilà. Et donc ça, c'est un bonheur d'avoir... Quand on parle de gens qui travaillent à compte d'auteurs, c'est pas toujours facile parce qu'ils ne sont pas encadrés. Moi, ici, j'ai le bonheur, 1, d'être encadré, et 2, de travailler avec une équipe qui s'occupe de la diffusion. C'est réellement un bonheur pour un romancier. Encore un mot sur Christian Liebens, peut-être, au moment du lancement de cette collection, parce qu'il y a eu aussi un lancement très professionnel de la collection. C'était vraiment une stratégie éditoriale et une stratégie commerciale, ce qui sont deux qualités pour une maison d'édition. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Il y a eu la parution d'un livre, d'un collector en quelque sorte, sur l'histoire du roman policier belge que Christian Liebens a écrit et qui est un livre que je vous recommande parce que d'abord c'est un beau livre avec des illustrations, avec une iconographie très riche et en plus ça permet de voir à travers la littérature policière de Belgique francophone toute la diversité et la richesse de cette littérature-là, que complète très bien la collection de Weyrich, en étant dans une dimension, par exemple, on retrouve dans le personnage de Stanislas Barberian le côté systématique, récurrent de personnages de littérature policière traditionnelle, comme celle de Stanislas André Steeman, ou le Maigret, évidemment, de Simenon, et on retrouve un peu cette densité dans la manière d'écrire des romans qui ne sont pas longs, c'est à peu près la même longueur que les romans de Simenon. Simenon avait une régularité dans la longueur de ses romans qu'on retrouve ici. Mais vous avez, je pense, raison de souligner que Christian Liebens a apporté son expertise là-dedans.
J'oublie de vous dire que Christian Libens, ça vous l'avez expliqué, est un simonien un peu comme Barognan. Barognan, pas Barbarian justement, comme Barognan. Arménien et aussi. Le commissaire François Périlleux, qui nous sert d'expert, est d'ailleurs le président du festival Simon qui a lieu chaque année au Sable d'Olonne. Absolument, absolument. Voilà, c'est un petit plus. Quoi. Et Jean-Baptiste Barognan est le président de l'association des Amis de Simenon qui publie régulièrement. Alors, quittons le grand maître Simenon et le grand maître Stanislas André Stemann pour revenir peut-être pour nous passer quelques minutes à parler du Waterloo mortel plein en décortiquant davantage d'un point de vue concret ce que vous nous avez expliqué sur votre manière de travailler. Donc tout d'abord, en lisant Waterloo mortel plein, on découvre un univers très particulier qui est celui des reconstituteurs. Alors, dites-nous un peu ce dont il s'agit. Donc le reconstituteur, c'est une personne comme vous et moi, ce sont des gens apparemment normaux, mais qui ont décidé de perpétuer la tradition des soldats de la Grande Armée. Alors, il y a quelques groupes de reconstituteurs en Belgique, donc quand je dis ils perpétuent la tradition, ce sont des gens qui ont un tel souci de réalité, ils sont tellement pointilleux qu'ils font des remises à jour, des upgrading, je ne sais pas comment ils font. Ils font des remises à jour. Remises à jour, c'est très bien. C'est mieux. Hein. Ils font des remises à jour tous les ans. Et c'est ainsi qu'ils organisent, j'y ai assisté, ce qu'on appelle des écoles du soldat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc ce sont des gens comme vous et moi, il y a des dames dans l'histoire, il y a parfois des enfants. Ce sont des gens qui à un moment font un bivouac qui peut durer 3 ou 4 jours, c'est ce qui se passe ici. Donc ils sont invités à un endroit qui n'est pas nécessairement un endroit de commémoration, mais ils se réunissent là-bas pendant 3 ou 4 jours. Normalement, l'électricité est bannie, enfin on élimine tout ce qui n'est pas d'époque, je vais dire. Ils vivent à la manière d'eux. Les dames qui sont là, ou les soldats, préparent leur nourriture, on lave le linge, on s'occupe des enfants s'il y en a, il y a des lavandières, il y a un petit peu, voilà, tout ce qui existait dans les armées de Napoléon à l'époque. Ils poussent même, ils logent sous tente, ils poussent même le souci de la vérité jusqu'à organiser des tours de garde. Je ne sais pas si vous imaginez jusqu'où ça va. Donc pendant la nuit, il y a 2 soldats qui se relaient de 2 en 2 heures. Enfin, c'est un truc assez fou. Sauf, m'a-t-on dit, parfois le vendredi soir, parce que c'est la soirée, là on se réunit autour du feu de camp, et c'est parfois un peu plus arrosé, donc il y en a qui ronflent. Et donc ce sont des gens qui vivent ça vraiment de manière très intense. Et dans le cas présent, les gens que j'ai rencontrés, ce sont des reconstituteurs un peu particuliers. Ce sont des gens qui ont créé, et ça n'existe qu'en 2 endroits dans le monde, ici, donc du côté de Mons et en Corse, ce sont des gens qui ont créé ce qu'on appelle une ambulance de la Grande Armée. Donc à l'époque où les soldats se battaient, allaient en bataille, etc., il y avait des ambulances qui suivaient et qui essayaient de s'occuper tant bien que mal des militaires, des blessés, etc. Enfin, c'était un truc, c'était une véritable boucherie. Et donc ces gens ont créé une ambulance. Et donc, outre le fait qu'ils se retrouvent, outre le fait qu'ils suivent des instructions, parce qu'ils font, donc, pendant, s'ils restent 2 ou 3 jours ensemble, ils ont X heures d'instruction du soldat, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur un bulletin d'inscription, un bulletin de formation des militaires qui date de l'époque de Napoléon, c'est même de 1797, je pense, et ils font des exercices pour se mettre à jour, comme je le disais, voilà, et réapprendre. Donc c'est un monde tout à fait particulier. Et c'est dans ce monde que cette histoire s'est produite. Alors, c'est un univers très particulier qui est un univers à l'intérieur de la région, mais aussi la région en elle-même, la région du Brabant wallon, de Waterloo, de Lannes, de Mont-Saint-Jean. Et alors, ce qui est très stimulant dans ce genre de roman construit à la manière dont Francis vient de nous le raconter, c'est qu'on apprend aussi toute une série de choses qui s'agglomèrent à l'histoire, comme par exemple, j'ai découvert la très curieuse activité de Marc Arian, qui avait un studio dans lequel les plus grands, dont Nina Simone, sont venus enregistrer des histoires romans. Ça, c'est le souvenir journalistique, ça paraît. Ah, voilà. J'ai rencontré Marc Arian dans les années 70,
mangé chez lui. Il m'a montré ce tour Marcarion, pour ceux qui Oui. est un Si chanteur à se souvient. succès, au Kati Kati, si je t'écris. Avec ses grandes lunettes, si je me souviens bien, c'est ça. Et Marcarian, avait eu l'intelligence de créer le premier studio 28 pistes en Europe. Et donc il a invité chez lui un tas de vedettes qui venaient se faire enregistrer avec leurs musiciens ou pas. Et donc à l'époque, j'avais eu l'occasion de rencontrer Marcarian. J'ai d'ailleurs mangé le plus infâme morceau de bidoche de toute mon existence. Et ça, c'est pour l'anecdote. Oui, c'était vraiment horrible. Et voilà, donc, et ça m'a permis de revenir là-dessus parce que c'est un personnage que j'ai approché. Je parle de notre ami Arlette Vincent. Arlette Vincent, de la RTB. Bien, voilà, de la RTB. Bon, moi, ici, j'ai mis dans le scénario une petite aventure que Stanislas vit. En fait, cette aventure, c'est moi qui l'ai vécue. Enfin, voilà, ce sont des petites choses. Il faut toujours essayer de raccrocher de manière telle que des gens, même des gens du coin qui connaissent la région, découvrent des petites choses qu'ils ne connaissaient pas. Ça, c'est le plaisir. Et ne parlons pas de ceux qui ne connaissent pas bien le Brabant wallon et qui sont peut-être attirés, je dis, qui auront peut-être envie d'aller jeter un coup d'œil. C'est notamment ce qui s'est fait avec le musée Rops à Namur. Sans le vouloir, ça a vraiment été un succès. Des gens m'ont dit, mais écoutez, c'est une excellente idée, vous savez, on a décidé de parcourir les lieux dont vous parlez à Namur, mon épouse et moi, et on est allé visiter le musée Rops, vous aviez 100 fois raison, c'est magnifique, voilà. Ça fait plaisir aussi. Et c'est vrai que ce sont des romans dont on pourrait imaginer j'imagine que c'est le cas, que dans les boutiques des musées, par exemple du musée de la bataille de Waterloo, ce livre-là trouve je ne pense pas que... Oui, si, au musée Rops, ils en ont mis du musée non, c'est pas le but, mais enfin, c'est vrai que c'est une manière aussi, à travers un roman, d'entrer dans une facette de la grande histoire, c'est très agréable. De laquelle il y a deux autres personnages dont je serais très friand que vous me disiez un mot. C'est Edgar P. Jacobs, qui faisait aussi partie, qui s'est installé dans le Brabant wallon dans la deuxième partie de sa vie, si je me souviens bien, et qui est un personnage dont, le fond, on peut imaginer qu'il aurait pu dessiner une adaptation en bande dessinée de Stanislas Barberian. Et là, je viens à ma question annexe, qui est, est-ce qu'il y a des projets, est-ce que vous avez des contacts pour des adaptations éventuelles? Parce que le Stanislas Barberian et Martine et l'environnement dans lequel ça se trouve, ça semble idéal pour des adaptations en bande dessinée ou en série. Alors il y a deux volets. Le premier volet, éliminons-le, c'est celui d'Edgar Jacobs, qui était pour moi un des grands, sinon le plus grand dessinateur. Donc c'est celui qui a dessiné Les Black et Mortimer, qui a été repris depuis lors avec plus ou moins de bonheur. Edgar P. Jacobs a vécu là-bas, il est enterré là-bas d'ailleurs. La bibliothèque de l'Anne s'appelle Bibliothèque Edgar P. Jacobs d'ailleurs. Voilà. Et donc, j'ai pensé à Jacobs parce que je sais qu'il a vécu là-bas. Et pour tout vous dire, j'ai imaginé un moment, mais ça aurait fait trop. Vous savez peut-être qu'Edgar P. Jacobs, enfin, il est mort depuis longtemps, ses héritiers ont été un peu floués. Et en fait, on retrouve maintenant sur le marché des planches originales qui n'ont, semble-t-il, pas été données à l'époque, ni prêtées. Mais disons qu'une personne qui avait la confiance de l'auteur semblerait avoir dilapidé la collection. C'est un gros dossier judiciaire pour l'instant. Et voilà, donc j'avais envisagé de rajouter quelque chose et d'imaginer cette petite saga policière, parce que le dossier est toujours en cours maintenant, en cas de blanchiment d'argent, de vol, etc. Et donc finalement, j'ai préféré ne faire qu'évoquer notre ami Edgar P. Jacobs. Pour le reste, vous parliez de... Adaptation. Alors là, j'ai eu un contact qui est allé relativement loin avec une boîte de production qui fait du belge et du luxembourgeois, parce qu'il y a des intérêts, voilà. Donc j'ai une boîte de collection, une boîte de série qui a produit beaucoup de choses connues en Belgique. Production de séries télévisées. De séries télévisées, pardonnez-moi. Oui, alors le contact a été excellent et j'ai reçu vraiment une appréciation extrêmement sympathique du travail. Donc ils ont trouvé que c'était bien foutu, il y avait du rythme, tout se passait très bien. Et puis ils m'ont dit, mais voilà, pour lancer une série, il faut 6 titres. On en est à 4 maintenant, ce n'est pas un problème en soi. Vous pouvez toujours travailler sur un premier épisode, etc. Enfin là, il faut s'engager. Ce n'était pas un problème en soi.
Mais la personne que j'ai eue m'a dit, voilà, le comité de lecture, je ne sais pas quoi, c'était pendant le Covid, a examiné ça, et on est vraiment pour à 105%. Le problème, c'est que pour monter une série, il faut un budget. Et que ce budget, vous le divisez par 6. Et ils m'ont expliqué que si on réalise 2 des épisodes de Stanislas, on mange la totalité du budget. J'ai toujours pas compris comment c'est possible. Enfin voilà. Donc en général, on fait un pilote et puis. Voilà. Donc ça en est resté là. C'était très encourageant. Bon, voilà, tenez-nous au courant, etc. Voilà. Enfin, bon, c'est mort. Et je ne suis pas certain. C'est assez marrant que vous posiez la question parce que j'ai dû répondre à la même question récemment. Et je me demande si ce n'est pas un bien. Il y a 2 attitudes lorsqu'on vous propose d'adapter votre livre. La première, c'est de dire, et c'est ce que faisait Georges Simenon, c'est de dire, ok, pas de problème, prenez les droits, vous voyez ça avec mon éditeur, vous payez ce qu'il faut, vous occupez de l'affaire, et je ne m'en occupe pas. La deuxième, c'est de dire, ok, on adapte, mais je demande à suivre le scénario et adapter et être présent au tournage. Et là, me connaissant, je ne suis pas certain que ça fonctionnerait. Il se fait que j'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé en audiovisuel, et quand je vois certaines productions maintenant, je me dis que je n'accepterai pas certaines facilités dans la manière de tourner, certains raccourcis dans les scénarios, des choses pareilles. Il y a tellement de choses invraisemblables pour l'instant dans certaines séries, notamment des séries belges, que personnellement je pense que je ne cautionnerai pas. Donc in fine, pour faire court, c'est peut-être une bonne chose. Alors je pose la question aussi sur l'adaptation en série, parce que en général, lorsqu'on réalise ou on écrit un scénario d'une série, on est forcé, obligé encore plus que pour le travail du romancier, de créer ce qu'on appelle la Bible des personnages, c'est-à-dire de savoir exactement tout ce que chacun des personnages a vécu. Est-ce qu'il était fils unique? Est-ce qu'il avait des frères, des sœurs? Comment s'est passée sa scolarité, etc. Est-ce que c'est quelque chose finalement dont vous avez pu éprouver le besoin à un moment donné pour des personnages comme Stanislas, Barberian et Martine? Est-ce que ça vous intéresse d'aller explorer ce côté-là d'un personnage qui maintenant a déjà 4 livres sur l'actif? Oui, alors très sincèrement, moi j'ai 2 fiches très complètes sur Stanislas et sur Martine, mais ça s'arrête là. Les autres sont des fiches, comment dirais-je, qui durent ce que dure l'écriture du roman. Je n'ai finalement que 2 personnages récurrents, en tout cas pour l'instant, donc c'est relativement bref. Pour les autres, parfois j'écris une fiche, et puis voilà, une fois que le personnage est né, a disparu, ça se... Oui, je voudrais juste préciser une chose, peut-être, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui seraient éventuellement intéressés. On en est au 4e bouquin, mais il n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier pour lire le second, etc. Donc ça, c'est aussi une demande de la collection, et je trouve que ça fonctionne bien comme ça. On peut commencer par le dernier, passer au second, revenir au deuxième, passer au troisième, etc. Oui, c'est le principe de ces séries, sinon s'il faut avoir lu dans l'ordre chronologique les romans, ça ne fonctionne pas. Alors, je reviens à mon dernier personnage, Bramançon, mais qui n'était pas Bramançon lui, mais sur lequel j'aimerais vous entendre, qui est un homme de radio, qui est un homme qui était très impliqué dans les études napoléoniennes et qui était très impliqué dans la reconstitution aussi en radio d'épisodes de la bataille de Waterloo, qui était au Fleischmann. Il apparaît, mais je n'ai pas relu le roman avant l'entretien, je l'avais lu il y a quelques mois. Et dans mes notes, il y a toujours ce Théo Fleischmann qui revient. Je ne sais plus comment il apparaît dans le roman, s'il apparaît vraiment ou si c'est au cours d'une conversation. Alors en fait, il est question à un moment, je n'ai pas du tout fait un guide des musées napoléoniens dans Brabant-Wallon, c'était pas du tout intéressant, on peut trouver ça en bon vœu. Par contre, je parle d'un petit épisode. Il existe un musée que vous connaissez bien, dont Louis s'est occupé, qui est le musée du Caillou. Donc c'est le dernier QG de Napoléon. C'est là qu'il a passé les dernières heures avant la bataille. Voilà. Et il se fait que ce musée a été créé grâce à une société de mémoire, la Société napoléonienne ou des études napoléoniennes de Belgique. Et cette société a été fondée par plusieurs personnalités, dont Théo Fleischmann, que Jean, vous connaissez bien, je pense que vous avez travaillé avec lui, qui était un sacré grand bonhomme. Au niveau journalistique, c'était un type extraordinaire. Il a créé
Jean, je ne sais plus, 23 ou 27, il a créé les premiers bulletins d'information. Il a créé l'INR, il était le premier directeur de l'INR et le premier journaliste de l'INR. Mais dans le cadre de Waterloo, Mortel Plaine et de l'environnement qui nous concerne, il a aussi mis en onde toute une série d'œuvres littéraires et toute une série d'événements qui le reconstituaient sur place, dont la bataille de Waterloo qu'il avait enregistrée. Et donc, pour en arriver à cela, ce qui s'est passé, c'est que cette société napoléonienne qui venait d'être créée s'est rendu compte que le dernier QG de Napoléon était en déshérence totale, que ça allait disparaître, enfin bref. Et donc, ils ont rassemblé leurs efforts financiers et autres pour transformer l'endroit en musée. Puis depuis lors, a été repris, je crois, il y a 10 ou 15 ans, a été repris par la province de Brabant. Et donc c'est une chose que Fleischmann et ses amis ont porté à bout de bras. Et quand je disais tout à l'heure, ça a été un journaliste hors pair, imaginez qu'en 23 ou en 27, ce bonhomme a créé un bulletin d'information, les nouvelles du monde, 30 minutes, tous les jours. C'était un boulot considérable. Il a beaucoup écrit sur Napoléon, et donc il a vraiment porté, il est un de ceux qui ont porté ce musée à bout de bras. Et voilà, c'était l'occasion de parler de lui, parce qu'à titre journalistique, je suis un fan. Oui, non, c'est pas vraiment, je l'ai connu très brièvement en l'interviewant. J'avais 18 ans et lui est mort 3 ans après que je l'ai vu. Il était à sa retraite et je voulais l'interviewer sur les feuilletons radiophoniques qu'il a inventés littéralement. Alors ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire de la radio doivent savoir qu'il a été aussi celui qui faisait les commentaires des cérémonies et des obsèques, notamment du roi Albert et de la reine Astrid. Et quand vous réécoutez la manière dont il faisait ses commentaires, c'est une vraie leçon d'éloquence funéraire magnifique. Enfin, ça, c'est un détail. Ma dernière question maintenant, puisque le temps il en est venu. Donc, le prochain, ce sera Liège. Il y aura un individu dont le comportement est psychiatriquement très délicat. Et alors, ça c'est la première question, donc on a déjà la réponse. Mais deuxième question, est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer que Stanislas Barbérian se dirige vers le nord du pays? Assez curieusement, c'est une idée qui m'a déjà été soufflée dans l'oreille par Olivier. Il m'a dit au fond, n'hésite pas, si tu as envie une fois d'aller à la côte. Il faudrait, j'imagine, un lien quand même. Bien sûr. Je connais des gens ici qui fréquentent Saint-Idesbald. Voilà, moi je vous avais suggéré Saint-Idesbald voilà. et Paul Delvaux qui était wallon, bruxellois et flandrien. Et moi je suis fasciné par les peintres de la côte. Donc si un jour Paul Delvaux apparaît en compagnie de Barbérian, vous saurez que c'est ici que c'est né, entre autres. Mais c'est une excellente idée, et sérieusement, Olivier Weyrich me l'a soufflé dans l'oreille. Très bien. Eh bien, c'est sur le nom d'Olivier Weyrich, de Saint-Idesbald et de Paul Delvaux et de Théo Fleischmann et de Francis Groff que nous allons clôturer cet entretien. Je vous remercie d'y avoir assisté. Comme le veut la coutume, il n'y a pas de questions du public. Vous pouvez chacun rentrer dans vos activités traditionnelles à l'heure dite. Et alors, je vous recommande de vous plonger toutes affaires cessantes dans les 4 premières aventures de Stanislas Barbérian, qui est un personnage dont on n'a pas fini d'entendre parler. Merci Francis Groff. Merci beaucoup Jean, et merci mesdames, messieurs d'avoir eu la